Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Mostafa Sharaf, je suis le FDS Manager pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une présentation. Je vais vous expliquer les mises à jour concernant le NUGEN ISS et le IBSPS, comment lire la facture, quels sont les documents à télécharger. J'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions. On a déjà donné 4 ou 5 minutes pour tout le monde à nous joindre, afin de donner la chance à tout le monde à nous joindre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste à droite de votre écran, vous allez trouver le menu du webinaire. Dans ce menu, vous allez trouver que ce webinaire est en train de l'enregistrer. Alors, si vous voulez revoir le webinaire une autre fois, on va vous envoyer le lien afin de vous donner la chance de revisiter le webinaire le moment que vous le voulez. Aussi, vous avez une partie là où c'est mentionné questions. Alors, si vous voulez me poser n'importe quelle question, vous n'avez qu'à ouvrir cette boîte, cette partie, et m'envoyer la question que vous voulez. Pour un test comme ça, est-ce que je peux vous demander de m'envoyer une confirmation si vous pouvez m'entendre ou pas? Si vous pouvez m'entendre, envoyez-moi dans la partie des questions. Oui, on entend et tout ça. Comme ça, je peux recevoir vos questions et on est assuré qu'on peut communiquer dans les deux sens. Alors, est-ce que vous m'entendez, Mohamed Manel? Oui, on vous entend. D'accord, très bien. Merci, merci, Madame Rostan. Euh, on est là aujourd'hui. On a avec nous Madame Manal El Tahir. C'est la directeur régionale pour le FDS dans la partie du Moyen-Orient et l'Afrique. Monsieur Mohamed Qadrouch, c'est le directeur général pour la partie du côté Maghreb de l'IATA. Je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà, très bien. Alors, comme ça, on est en train de bien communiquer entre nous tous. Si quelqu'un ne m'entend pas, n'hésitez pas à me le signaler dans la partie des questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me l'envoyer et on va revoir toutes les questions que vous avez. Alors, aujourd'hui, pour l'IATA, pour notre présentation, on doit démarrer. Alors, on a 3 sujets. Alors, les services de l'IATA, ce sont quoi les services de l'IATA? Et deuxièmement, le NUGEN ISS, une revue sur le NUGEN ISS et qu'est-ce que ça nous rapporte. Et troisièmement, le IBSPS. Alors, euh, les services de l'IATA, vous savez très bien que l'IATA, c'est l'Association internationale de transport aérien. Elle présente plus que 60 000 agences accréditées, plus que 400 compagnies aériennes à travers le monde, présente dans plus que 180 pays et territoires. Elle présente la plus grande association des voyagistes au monde entier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous soutenons de nombreux domaines d'activité aéronautique et l'IATA propose le plan de facturation et de règlement, ce qu'on appelle le BSP, dans lequel les agences de voyage et les compagnies de fret sont en train de payer aux compagnies aériennes les factures qui présentent les transactions effectuées par les agences avec une seule plateforme. Pourquoi on cherche l'accréditation de l'IATA? C'est une reconnaissance et confiance partout dans le monde entier à cause d'un code IATA. Alors, la minute où vous obtenez l'accréditation de l'IATA, vous obtenez le code IATA, alors vous auriez la chance d'être reconnu parmi les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes doivent bien comprendre que l'agence de voyage accréditée, elle respecte les critères financiers locaux qui sont approuvés, qui sont approuvés par les compagnies aériennes et les agences de voyage ensemble. Et ça donne un accès simplifié à la billetterie aérienne à cause d'un seul accord. Alors, la minute que vous êtes accrédité IATA, vous passez vers la compagnie aérienne, vous obtenez directement l'autorité de billetterie. Euh, c'est facile parce que les compagnies aériennes savent que vous respectez aussi, encore une fois, les critères financiers locaux.
On a une interface de facturation, c'est ce qu'on appelle le BSP Link, et ça a été mis à jour pour simplifier la vie beaucoup plus pour les agences de voyage, pour les compagnies aériennes, afin de télécharger les informations nécessaires d'une manière plus facile. Alors, une interface unique de facturation, BSP Link, et des paiements aux compagnies aériennes. Au lieu d'effectuer une dizaine de paiements à une dizaine de compagnies aériennes, vous effectuez un seul paiement à toutes les compagnies aériennes. Les services de l'IATA, tant qu'elles sont maintenant en Maroc, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Alors maintenant, on a deux types de services. Un service d'identification, c'est ce qu'on appelle le TIDS, et un modèle d'accréditation. Un seul modèle d'accréditation est présent dans le Maroc. C'est ce qu'on appelle le modèle standard d'accréditation. Qu'est-ce que ça nous donne ces deux services pour les agences de voyage? Alors le TIDS, ça nous donne simplement une identification. C'est avec lequel vous allez recevoir une carte d'identité IATA qui peut vous ramener des réductions sur les prix, par exemple des prix discountés sur les billets, sur la billetterie de la part des compagnies aériennes. Si vous êtes en train d'émettre ou de demander des billets d'avion pour vous-même, peut-être une réduction au niveau des formations et tout ça. Mais ça ne permet pas l'émission de billetterie. Ça ne donne pas un accès à un modèle de paiement. C'est pas un modèle d'accréditation. Sauf que le modèle d'accréditation, le modèle standard qu'on a, il vous donne en même temps une identification comme celle de TIDS, mais au niveau de l'agence, ça veut dire que l'agence est identifiée par un seul code à toutes les compagnies aériennes. Ça donne la permission à l'émission de billetterie. Ça donne l'accès à deux modèles de paiement. De modèles de paiement, c'est ce qu'on appelle le transfert et les cartes de crédit, les cartes bleues, mais ça ne donne pas l'accès au service de multi-pays. Alors, quelle est la différence? Alors, quand on regarde les deux modèles de paiement, on les regarde ici. Alors, le modèle des cartes de crédit, c'est comme c'est présenté dans le modèle A1. Alors, le passager, il vient chez l'agence de voyage avec sa carte de crédit. L'agence de voyage est en train de faire l'émission du billet d'avion en introduisant sur le système de GDS la carte de crédit de l'agence même, la carte de crédit du passager. Et le paiement est effectué directement entre la carte de crédit du passager vers la compagnie aérienne et le billet est émis. Dans ce cas-là, dans les factures de l'IATA, vous allez recevoir dans les rapports de l'IATA le billet. Est-ce que vous m'entendez? J'ai reçu deux confirmations maintenant que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez maintenant? Oui, d'accord. Alors, pour ceux qui m'entendaient pas, je crois que c'est un problème local à votre niveau. Alors, vous pouvez sortir et rejoindre le webinaire encore une fois. Alors, on continue pour les cartes de crédit. Alors, le passager, il paie avec sa carte de crédit et le billet est présenté dans les rapports de l'IATA comme information. Il n'y a rien à payer de la part de l'agence de voyage. Sauf que le passager, il peut donc, comme le deuxième cas 1-2, partir vers l'agence de voyage, soit qu'il paye avec sa carte de crédit à l'agence de voyage elle-même, ou soit qu'il paye en espèces. À ce moment, l'agence de voyage est en train de faire l'émission du billet d'avion sur le système de GDS et le billet d'avion est mis dans les rapports à payer. Et dans ce moment-là, selon le tableau de remise des agences de voyage, selon le fameux calendrier, l'agence de voyage va payer le montant du billet d'avion à la compagnie aérienne avec ou à toutes les compagnies aériennes dans un seul paiement, soit hebdomadaire, bimensuel, mensuel, ça dépend du système présent. Alors, ce sont les deux modèles de paiement qu'on a dans le système. D'accord? Il y a une autre information que vous m'entendez pas bien. Alors, est-ce que vous pouvez sortir et rejoindre encore une fois comme ça? Parce que je trouve que les autres, ils peuvent me confirmer que le son est bien. Alors, selon le NUGEN ISS, qu'est-ce qui nous a ramené? Il nous a ramené l'accès à plusieurs services supplémentaires.
Alors, comment ça? Alors, le Nugen ISS, c'est la prochaine étape d'évolution du BSP. On a mis le système du BSP dans un modèle plus moderne. Alors, on a modernisé le système actuel afin de répondre aux besoins des agences de voyage. On a offert plus de flexibilité, de plusieurs choix à être à adoptés par les agences de voyage. On a créé un environnement de BSP plus sécurisé. Le projet du BSP du Nugen ISS a démarré en mars 2018. C'est déployé par vague. Alors, on a commencé en 2018 mars, 2019, 2020, il y avait un arrêt de toute l'immigration à cause de la pandémie. Espérons que on en sortira tous de cette pandémie. Et puis, on continue l'immigration en 2021. Alors, le projet doit être implémenté d'une manière complète vers la fin de 2021. Alors, le Nugen ISS est basé sur 4 piliers. Alors, le premier pilier, comme dans la vie, c'est ce qu'on appelle les EasyPay. Le EasyPay, c'est un nouveau modèle de paiement, alors un modèle de paiement supplémentaire à être ajouté avec le cash et les cartes et le credit card et les cartes bleues comme on a expliqué avant. Alors on ajoute à ce modèle le EasyPay. C'est un pay as you go, c'est un modèle de paiement prépayé. Les modèles d'accréditation, on a présenté 3 modèles d'accréditation au lieu de 1. Alors, on avait un seul modèle d'accréditation, ce qu'on appelait le standard. Maintenant, on aura 3 modèles d'accréditation. On a une meilleure gestion de risque, ou j'aimerais bien dire une gestion de risque plus intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée selon les besoins du marché. Et aussi le quatrième pilier, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le Global Default Insurance. Alors, le Global Default Insurance, c'est une compagnie d'assurance internationale qui a offert ses services de sécurité financière. Alors, c'est pareil comme les cautions bancaires offertes par les banques, sauf que c'est présenté par une compagnie d'assurance internationale. On va passer par les 4 piliers très doucement, mais on commence premièrement avec les différents modèles d'accréditation. Alors, suite à l'introduction du modèle du EasyPay, alors c'est un nouveau modèle de paiement, et aussi on a ajouté le modèle, ce qu'on appelle le ATM Alternative, les modèles de transfert alternatifs. Alors, on voit quelles sont les options présentes avec les agences de voyage. Alors, A1, comme d'habitude, le passager vient avec sa carte de crédit vers l'agence de voyage. L'agence de voyage introduit les détails de sa carte de crédit du passager dans le système GDS et le paiement est effectué directement de la carte de crédit du passager vers la compagnie aérienne et le billet est émis. Dans la facture, rien à payer. Le modèle 1.2, Customer Payment, alors le passager, il peut payer à l'agence de voyage, d'accord, soit avec sa carte de crédit ou soit en espèces. Et puis l'agence de voyage, elle a le choix de payer pour les compagnies aériennes, de payer la facture, de payer le montant du billet en 3 modèles. Alors, soit le cash comme d'habitude, elle reçoit la facture, elle paye la facture en respectant les dates de remise dans le fameux calendrier, soit qu'elle utilise son compte prépayé, c'est ce qu'on appelle le EasyPay. C'est un modèle de paiement introduit nouvellement dans le système du Nugen ISS. Alors, c'est l'option B2, soit elle utilise l'option B3, c'est ce qu'on appelle Alternative Transfer Methods. Comme par exemple l'utilisation de la carte du crédit agence corporate. Alors, certaines agences, ils ont des cartes de crédit corporate pour eux-mêmes parce qu'ils peuvent, par exemple, profiter des points avec les banques même ou tout ça. Alors, ils peuvent introduire leur propre carte de crédit corporate dans le système du GDS pour émettre le billet d'avion. Et eux, ils vont recevoir l'argent directement, par exemple, du passager. Sauf que le modèle B3, il doit être accepté par la compagnie aérienne. Alors, l'agence de voyage, elle fait elle lance pas une demande, elle lance une information à travers le BSP Link aux compagnies aériennes que voilà, nous souhaiterons utiliser notre propre carte de crédit corporate avec ce numéro. Et puis les compagnies aériennes, eux, ils vont donner leur consent sur le système afin d'accepter ces transactions. Ces transactions vont passer directement et la vie sera beaucoup plus simple.
Alors, comme ça, on a vu qu'il y a plusieurs modèles de paiement. De ce qu'on observe ici, où sont les risques? Où est le risque? Le risque, ça n'existe pas avec les cartes de crédit, le paiement direct du passager vers la compagnie aérienne. Pourquoi? Parce que le paiement est instantané. Même, c'est pareil avec les ATM, les cartes de crédit corporate qui appartiennent à l'agence de voyage. C'est pareil, le paiement est instantané entre ces cartes de crédit qui appartiennent à l'agence de voyage vers la compagnie aérienne. Le EasyPay, c'est un modèle prépayé. Alors, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que le système GDS, il vérifie au niveau de la porte-monnaie électronique EasyPay, s'il y a suffisamment un solde qui couvre le montant du billet, si c'est bon, il bloque, il transfère vers les compagnies aériennes et il fait l'émission du billet. Alors, dans le modèle A1, ou A2B2 ou A2B3, il n'y a pas de risque. Sauf que dans A2B1, c'est là où il y a le risque, là où c'est la compagnie aérienne ne reçoit pas son argent d'une manière instantanée, elle va la recevoir selon le calendrier, selon la date de remise spécifiée dans le calendrier. Alors, elle est en attente. Ça pourrait être payé, peut y avoir un défaut. Alors, c'est là où ça vient l'intelligence de la gestion de risque. Comment ça? Alors, on va regarder. Suite à l'introduction des différents modèles, des différentes formes de paiement, on a pu introduire des différents modèles d'accréditation. Alors, le GoLight, c'est le modèle d'accréditation qui ne présente pas de risque, alors qui n'a pas l'option cash. Alors, carte de crédit, c'est présent, Alternate Transfer Method, c'est présent, IATA EasyPay, porte-monnaie électronique, c'est présent. Mais il n'a pas le cash. Alors, pour le cash, on n'a pas besoin de faire ce qui va avec le cash. On n'a pas besoin d'avoir une limite de vente parce que ça va avec le cash. On n'a pas besoin de faire une évaluation financière régulière parce que ça va avec le cash, ça va avec le risque. Pour la caution bancaire, on n'a pas besoin de fournir une caution bancaire, sauf si on reçoit des ADM supérieurs à 5 000 $ dans 3 mois, ce qui n'est pas le cas normalement, ce qui n'est pas un cas normal. Alors généralement, on ne reçoit pas des ADM à un montant si élevé. Mais avec l'introduction du cash, si on introduit le cash, on passe vers l'autre modèle d'accréditation. C'est ce qu'on appelle le Go standard. Alors là, on introduit le modèle de paiement cash et avec les cas de crédit, le EasyPay, parce que ce sont les modèles sécurisés, ils ne coûtent rien. Et quand on introduit le cash, on introduit la limite, l'évaluation financière annuelle, la garantie financière selon les critères financiers locaux. Et c'est ce qui est le cas maintenant. Alors, le cas, la similarité se présente entre maintenant et dans le Nugen ISS, entre le Go standard et le modèle standard d'accréditation, là où le Nugen ISS n'est pas déjà implémenté. Pourquoi? Parce que vous avez l'accès au cash. Troisième modèle d'accréditation, c'est le modèle de multi-pays. Alors, on a tous les mêmes options, sauf qu'on a une accréditation multi-pays, ce qu'on appelle le Go Global. Alors, dans cette accréditation, la caution bancaire fournie, elle présente les ventes de toutes les agences parmi les pays enregistrés. Et en même temps, l'évaluation financière, elle se fait d'une manière trimestrielle. Alors, elle ne se fait pas chaque an. J'ai reçu une question. Est-ce que IATA rémunère le montant immobilisé dans EasyPay? Alors, le montant dans le EasyPay, c'est une porte-monnaie électronique. Vous savez, vous avez le choix, soit de l'alimenter, soit de ne pas l'alimenter. Alors, l'ouverture de cette porte-monnaie électronique, elle est gratuite. D'accord? On va passer en détail vers le EasyPay, on va l'expliquer en détail dans les prochaines pages. Alors, patientez avec moi quelques minutes et on verra. Alors, on retourne. Différents modèles de paiement nous a aidé à introduire différents modèles d'accréditation. Les modèles là où il y a le risque, c'est le Go standard et le Go global. Là où il n'y a pas le risque, c'est le Go light. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut convertir d'un modèle à un autre? Oui, on peut le faire à n'importe quel moment. Vous n'avez qu'à partir vers le portail du service clientèle, taper sur IATA Accreditation and Changes, choisir autre changement et puis demander un changement d'accréditation. Et ça sera fait.
Alors, quand on regarde les services fournis par l'IATA, comme on a vu avant, avec avant l'implémentation du NUGEN ISS, alors on trouve toujours, on garde le service d'identification, mais au lieu d'avoir un seul modèle d'accréditation, qu'on appelait le standard, le modèle standard, on a trois modèles d'accréditation, le Go Light, le Go Standard, le Go Global. La différence, une comparaison entre le Go Standard et le Go Light, pourquoi on ne fait pas la comparaison entre le Go Global et le Go Standard? Parce que la différence entre le Go Global et le Go Standard, ce sont deux choses qui existent dans les deux. La sécurité financière, elle couvre les ventes des agences de voyage dans tous les pays. Alors, c'est une sécurité financière émise par l'agence par an. Et le revue annuel, c'est fait d'une manière trimestrielle. Alors, quand on regarde entre Go Light et Go Standard, si on a le cash, alors on a la limite de vente, on a la sécurité financière, un an, la révision annuelle du bilan. Si on n'a pas le cash, alors on n'a pas les autres, la limite, ni la sécurité financière, ni la révision annuelle. Pour partir du Go Standard vers Go Light, c'est gratuit. De partir du Go Light vers Go Standard, il y a des frais à payer. Alors, quand on regarde les différents modèles, les différents services, voilà, identification, c'est toujours dans tous les modèles, TIDS ou Go Light ou Go Standard ou Go Global. L'émission de billetterie, c'est présent uniquement dans les modèles d'accréditation. Les formes de paiement, ils sont tous présents dans les trois modèles, sauf que dans le Go Light, on n'a pas le bank transfer, on n'a pas le cash. Le multi-country, le multi-pays, ça existe uniquement dans le Go Global. Après ça, on a la gestion des risques. Alors, la gestion des risques, on dit c'est une gestion plus intelligente. D'accord? La gestion de risque, c'est là où on en parle de la partie limite, le remittance holding capacity, la limite de vente. D'accord? Alors, quel était le cas? Quel est le cas? Alors, avant de partir vers une autre chose, il faut bien comprendre qu'avec la situation présente, on a l'introduction des critères financiers locaux qui définit le montant de sécurité financière à présenter et les cas là où on doit présenter ou on ne présente pas des sécurités financières. Alors, la minute qu'on présente des sécurités financières, la sécurité financière, elle est considérée comme la limite qu'on a. D'accord? Selon la situation. Maintenant, on ne peut pas, on n'avait pas le choix de payer, de faire des paiements avancés. On ne pouvait pas faire, c'était pas recommandé de faire des paiements partiels. C'était plus recommandé de faire des paiements équivalents au montant de la facture pour avoir une assurance une identification du paiement plus simple. D'accord? On ne pouvait pas dépasser les paiements, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Alors, une gestion des risques, je dirais, plus intelligente. Comment c'est plus intelligente? Alors que le niveau de risque, c'est ce qui compte. Voilà, on a un niveau de risque qui signifie toutes les choses. Ça, et aussi, il faut assurer que ça existe dans le Go Global et le Go Standard. Le Go Light n'est pas affecté. Parce que dans les rapports de GoLight, il y a seulement les billets émis par EasyPay, prépayés ou payés par carte de crédit ou des ATM. Alors, c'est déjà aussi avec un paiement instantané. Mais le paiement qui n'est pas instantané, c'est le paiement cash, et c'est là qui existe dans le Go Standard et le Go Global. Alors, on doit définir premièrement le niveau de risque. Le niveau de risque est défini par deux points. Il y a deux éléments qui définissent le niveau de risque, l'évaluation financière et les antécédents de risque. Les antécédents financiers de risque, pas les antécédents normaux. Alors, les antécédents de risque avec l'évaluation financière, ça définit le niveau de risque. Le niveau de risque définit la caution bancaire, la garantie financière qu'il faut fournir, avec la fréquence de versement, avec le calcul de la limite de vente à présenter. Alors, ce qui veut dire que, voilà, la limite de vente n'est pas égale à la sécurité financière. Elle pourrait être supplémentaire, elle pourrait être supérieure. C'est pour cela que ça donne plus d'avantages
aux agences de voyage, mais avec aussi une intelligence de gestion de risque. Alors, l'évaluation financière avec les antécédents de risque, il définit le niveau de risque et on a défini 3 niveaux de risque, A, B et C. Alors, quelle est la différence entre le A et le B et le C? Alors, on regarde, alors, pardonnez-moi, alors, logo standard et logo global, les deux, ils ont les niveaux de risque. Les antécédents, ils affectent le niveau de risque, comme on a expliqué. Les antécédents de risque, avant, on appelait tous les antécédents des risques des irrégularités. Alors, les irrégularités, c'était à cause d'un changement d'adresse. Ça pourrait être considéré une irrégularité si ça n'a pas été reporté. Un retard de paiement de la facture, un paiement partiel, un changement au niveau des propriétaires de l'agence. Il y avait plein de choses. Un changement de nom de l'agence, plein de choses. Maintenant, avec le NUGEN ISS, on a identifié 2 modèles d'irrégularité et on a même changé le nom. Alors, événements de risque, ce sont les antécédents de risque qui affectent le niveau de risque. C'est l'incident lié à la situation financière de l'agence et sa capacité à payer. Par exemple, si elle a fait un paiement tardif ou incomplet. Et il y a des non-conformités administratives. Alors, si l'agence n'a pas, par exemple, signalé un changement d'adresse. Un changement d'adresse, ça ne doit pas affecter le risque. Alors, c'est considéré, en anglais, on dit non-compliance, administrative non-compliance, ou en français, c'est non-conformité administrative. D'accord? Comme par exemple un changement d'adresse. Alors, les antécédents de risque, les événements de risque, ils sont comme quoi? Par exemple, une autorisation du modèle de paiement au comptant depuis de moins de 24 mois. Changement majeur de propriété ou de statut légal. Un changement majeur. Changement majeur, ça veut dire un changement qui dépasse 30%. Un défaut de paiement. Défaut en raison de propriété commune. Par exemple, une agence de voyage est partie en défaut et le propriété, il est le propriétaire d'une autre agence de voyage. Alors, l'autre agence de voyage doit partir aussi, elle aura un événement de risque. Et ça dure pendant 24 mois. Si il y a d'autres événements qui durent pendant 12 mois. Par exemple, un retard dans la transmission des états financiers, un retard dans la soumission des garanties financières, changement d'en déclaré dans les propriétés ou statut légal. Alors, on a fait une différence entre les différents événements de risque. Pourquoi? Pour respecter les besoins de tous les marchés. Alors, les A et les B et les C, alors si l'évaluation financière est positive avec des antécédents de risque positif, ça veut dire qu'il n'y avait pas les antécédents de risque pendant les 4 mois derniers ou les 12 mois derniers. Ce qui fait que le niveau de risque, c'est A. C'est une agence, c'est une très bonne agence. Si le niveau de risque est B, ça veut dire que l'agence de voyage n'a pas passé soit dans l'évaluation financière, soit dans les antécédents de risque. Ce qui voulait dire qu'elle avait un souci, et pas plus. Le niveau de risque C, c'est que l'agence, elle a fait un échec à l'évaluation financière et au calcul des antécédents de risque. Ce qui fait que c'est une agence de voyage, honnêtement, qui peut négativement affecter le marché entier. C'est une agence qui donne une mauvaise réputation au marché. Entre moi et vous, c'est une agence que les autres agences n'aimeraient pas avoir ou n'aimerait pas avoir une agence qui gère qui fait la gestion de son travail de sa manière. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'évaluation financière, elle a fait un échec, ce qui veut dire qu'elle n'a pas la capacité à payer ses factures, elle n'a pas la capacité à respecter ses dettes, elle n'est pas financièrement dans une bonne situation qui peut lui aider à continuer de vivre. Elle est endettée, elle est dans une mauvaise situation. Des antécédents de risque et aussi en même temps, elle fait des retards, elle est en train d'être en retard d'effectuer les paiements, elle avait des défauts, elle avait beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes. Dans ce cas-là, c'est une agence de voyage que les compagnies aériennes et même les autres agences de voyage, les associations, ils ont peur d'elle. Alors, quelle est la différence? Comment ça affecte les conditions de trésorerie?
Alors, on a dit A, B, C, succès, 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 échec ou échec, succès, échec, échec. Alors, on commence par niveau de risque 1. Alors, la RHC, le calcul, ça dépend. La RHC, c'est la limite de vente. Elle est calculée selon la résolution, ce qui fait que ce calcul est supérieur à la caution financière présentée, c'est dans la résolution, ou soit selon les critères financiers locaux, CFL. La garantie financière, elle est uniquement demandée si ça existe dans les critères financiers locaux. Ça, c'est pour le niveau de risque 1. D'accord? Deuxièmement, la fréquence du versement, c'est selon le choix de l'agence de voyage. C'est le standard. Pourquoi on dit le standard? Parce que quand on introduit deux modèles de fréquence de paiement, le standard, c'est ce qui est actuel dans le marché et on implémente, on ajoute le VMFR. VMFR, c'est le versement d'une fréquence plus avancée. D'accord? Alors, c'est pas utilisé pour cela. Et les agences peuvent être en gros standard. Alors, pour le B, aussi, la limite, c'est soit selon la résolution, soit selon les critères financiers locaux. Sauf qu'ils ne peuvent pas être traités comme le 1. Alors, dans ce cas-là, la garantie financière, elle est demandée. C'est pas selon les critères financiers ou les résolutions. Elle est demandée. L'agence de voyage doit fournir une garantie financière. Troisièmement, la fréquence de paiement, elle est comme d'habitude la même standard du BSP. Sauf que pour l'agence au niveau du risque C, au niveau du risque C, qui a échoué dans l'évaluation financière, les antécédents de risque, elle a échoué dans tout. Mais en même temps, elle peut fournir une caution bancaire ou une garantie financière. Alors, si elle fournit une caution bancaire ou une garantie financière, ça vaut la peine au moins, au lieu de l'arrêter de travailler, parce que c'est une agence que ni les agences de voyage, ni les compagnies aériennes aimeraient travailler avec, mais autant qu'elle a une caution bancaire, elle peut être limitée à sa caution bancaire. Alors, sa limite de vente, elle est limitée à la caution bancaire, comme c'est le cas maintenant. Maintenant, avant le New Gen ISS, on a la caution bancaire. Si l'agence de voyage dépasse à 1 centime la caution bancaire, les compagnies aériennes sont notifiées. Généralement, eux, ils arrêtent l'autorité de billetterie. Alors, pour le niveau de risque C, elle est limitée, elle garde cette limite. Et aussi, en même temps, elle est obligée à présenter une caution bancaire. Mais en même temps, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle pourra fournir la caution bancaire à ce montant, elle est transférée vers la fréquence de versement la plus élevée. Alors, par exemple, dans le marché marocain, on a le versement mensuel et on a le VMFR, le bimensuel. Alors, elle est transférée vers le versement bimensuel. Et comme ça, sa garantie bancaire, elle est diminuée et puis ses ventes, sont limitées à sa caution bancaire. Alors, il n'y a pas de risque. Elle ne peut pas négativement affecter la réputation des autres agences de voyage. Alors, c'est pour cela qu'on appelle le RHC, c'est une manière plus intelligente de la gestion de risque. Aussi, le RHC, ça nous a présenté plusieurs autres éléments. C'est quoi? C'est le fonctionnement du RHC. Comment? Parce que le RHC, ça nous a donné la chance de définir une limite différente que celle que la caution bancaire, ce qui nous a aidé à accepter des paiements partiels, ce qui nous a aidé à accepter des paiements avancés. Alors, disons par exemple une agence de voyage qui a une limite de vente RHC 200, pardon, 100 000 dinars. Alors, les 100 000 dinars, quand elle arrive vers, par exemple, 80%, elle a le choix de soit de continuer de faire les ventes avec EasyPay, soit avec carte de crédit, soit avec le cash. Et s'ils arrivent à la limite du RHC, alors à ce moment-là, ils ne seront pas bloqués de la même manière que on va envoyer des notifications aux compagnies aériennes. Cette agence, elle a abouti la limite, alors il faut l'arrêter. Non, 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 c'est pas comme ça. Le système est arrêté automatiquement et puis l'agence, le moment qu'elle fait un paiement partiel, un paiement entier pour les ventes, le système sera rouvert. C'est comme une gestion de la carte bleue de personnel. Et en même temps, ce blocage
ne bloquera pas les ventes avec les cartes de crédit ou les ventes EasyPay. Ce qui veut dire que l'agence de voyage, elle peut dépasser la RHC, soit en faisant des paiements avancés, soit en utilisant le modèle de prépaiement EasyPay, la porte-monnaie électronique, soit en utilisant les cartes de crédit, soit en augmentant la caution bancaire présentée. Et avec le NUGEN ISS, avec la RHC, autant qu'on a libéré le calcul de la limite de vente de la caution bancaire, on a eu la chance de donner la chance aux agences de voyage de fournir la caution bancaire qu'ils veulent. Ce qui voulait dire, l'IATA, elle demande par exemple à une agence de voyage de fournir une caution bancaire équivalente à 300 000 dinars, mais l'agence de voyage, elle ne veut pas faire ça, elle veut faire par exemple une centaine, 100 000 dinars, et utiliser ce qu'on appelle le turnover. Comment ça, le turnover? C'est que je fais les ventes. Quand j'arrive aux 100 000 dinars, je fais un paiement partiel parce que j'ai déjà reçu de l'argent des passagers. Alors, je peux refaire un paiement partiel et ça va diminuer l'utilisation de la RHC, de la limite, et ça va m'ouvrir encore une fois le, 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 le niveau de vente. Alors, ils peuvent fournir une caution bancaire moins élevée, diminuée que celle demandée par l'IATA, selon le pouvoir de l'agence de voyage. Alors, elle n'est pas obligée à fournir exactement ou au minimum le montant demandé par l'IATA. Mais il peut y avoir un minimum défini dans les critères financiers locaux. Mais on doit être sûr que les critères financiers locaux, ce sont des critères qui sont approuvé par les deux côtés, les compagnies aériennes et les représentants des agences de voyage qui sont élus par l'association des agences de voyage. Alors, la gestion du RHC, elle continue et elle continue d'une manière plus intelligente. Comment ça? Parce qu'avec le RHC, on peut, comme on l'a expliqué déjà, on peut compléter, faire des paiements partiels et tout, mais quand on rentre sur le portail du service clientèle et en même temps ça existe dans une application qu'on peut télécharger sur votre téléphone portable, vous pouvez voir le niveau d'utilisation de votre RHC, de votre limite. Et le système va automatiquement vous envoyer quand vous arrivez à 50%, 75% ou à 100%. Ça ne vous envoie pas des notifications afin de vous bloquer. Non, ça vous envoie des notifications afin de vous mettre au courant, afin de vous envoyer des mises à jour pour vous informer, vous êtes à ce niveau. Alors, si vous voyez personnellement que voilà, bah, j'ai reçu cette notification et on est dans un paiement mensuel, on est le 27, alors il me manque 3 jours, je suis arrivé à 50% ou à 75%. Alors, mais je vois, comme un propriétaire d'agence de voyage, qu'il y a pas beaucoup de travail dans les 3 jours prochains. Alors, j'ignore. Ça ne m'intéresse pas. Il y a pas grand-chose à faire. Mais ici, je trouve par exemple que pendant les 2 prochaines journées qui vont arriver, il y a des réservations qui vont venir. Il y a un événement dans le pays, là où je vais faire beaucoup de réservations qui présentent au moins, par exemple, 50% de mes ventes. Alors, dans ce cas-là, j'aurais besoin de dépasser la RFC. Alors, je peux prendre la décision à l'avance, soit de réagir dans la bonne manière pour assurer la continuité de mon travail comme propriétaire d'agence de voyage. Alors, ça vous donne le contrôle dans votre main. Et puis, après ça, ça vous donne une indication sur les modèles de paiement présents que vous utilisez. Ça vous donne une information sur la statut de risque que vous avez avec une liste des antécédents et des événements, des antécédents de risque que vous avez. Alors, avec tout ça, ça vous donne une meilleure gestion, un meilleur contrôle sur le système afin de pouvoir gérer les intérêts de votre agence. De mon avis, honnêtement, dans les pays là où le NIGEN ISS a été implémenté, ça a été très bien accepté, ça a été très bien apprécié par les agences de voyage, plus que même les compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que ça leur a donné plusieurs options, plusieurs modèles de paiement, plusieurs options, une gestion de risque plus simple, plus intelligente. C'est beaucoup d'options.
Il y avait pas d'autre chose. Il y avait simplement plusieurs options. C'est une évolution, pardonnez-moi, pour les agences de voyage, les compagnies aériennes, afin de simplifier le système à utiliser. Alors, quand on a comme ça terminé les deux premiers piliers, les modèles d'accréditation avec la gestion de risque. Après ça, on passe vers l'IATA EasyPay. Alors, là où je pourrais répondre aux questions que j'ai reçues concernant le EasyPay. J'espère que tout est clair et que tout le monde peut m'entendre parce que je n'ai pas reçu des notifications de votre part ou des questions pendant les dernières 20 minutes. Alors, j'espère que tout va bien avec tout le monde. On continue. Alors, l'IATA EasyPay. L'IATA EasyPay, c'est la porte-monnaie électronique, le modèle prépayé présenté par l'IATA. Comme on a dit, c'est une solution de paiement B2B pour les agences de voyage. On l'appelle Pay as you go, accessible aux agences de voyage accréditées IATA. Et comme on l'a expliqué, elle a donné la chance à un nouveau modèle d'accréditation, c'est ce qu'on appelle le Go Light, parce que c'est le seul modèle là où le EasyPay, euh, un modèle d'accréditation Go Light, parce que c'est le seul modèle qui n'a pas le cash. Alors, ça nous a aidé à introduire le Go Light. C'est une solution plus facile à utiliser. Vous pouvez charger ou alimenter votre compte électronique selon vos besoins. Ça réduit vos besoins de caution bancaire. C'est gratuit. C'est une porte-monnaie électronique fournie gratuitement. Alors, vous n'avez qu'à remplir les champs sur le portail du service clientèle et voilà, le service est fourni. Alors, c'est un service gratuit. Vous pouvez alimenter votre porte-monnaie électronique avec le montant que vous le désirez. Il n'y a pas un minimum, il n'y a pas un maximum. Ça donne un numéro à usage unique ou à usage multiple, comme les cartes de crédit. Alors, ça fonctionne dans le même concept des cartes de crédit. Ça vous donne un chiffre, un numéro de 16 ou 15 chiffres comme ça, avec une validité que vous pouvez utiliser de la même manière que les cartes de crédit. Et vous avez le solde de la porte-monnaie électronique que vous pouvez utiliser. Comment ça fonctionne? Quand on regarde le processus de l'émission du billet, alors le passager, premièrement, pardonnez-moi, l'agence de voyage, elle fait l'enregistrement sur la porte-monnaie électronique auprès de l'IATA. L'IATA, elle crée le compte de la porte-monnaie électronique EasyPay pour l'agence de voyage. Et puis, quand le passager il va vers l'agence de voyage, il veut émettre un billet d'avion, alors l'agence de voyage, elle communique avec le système GDS en introduisant le modèle de paiement ou ce qu'on appelle le form of payment comme EasyPay. Alors, directement, le système GDS, et elle introduit le numéro de EasyPay qu'elle a. Dans ce moment-là, le système GDS va prendre ce numéro EasyPay, il va le vérifier au niveau de l'IATA, c'est l'étape numéro 4, pour voir si le solde est suffisant pour satisfaire l'émission de ce billet d'avion ou pas. S'il est suffisant, s'il satisfait l'émission de billet de l'avion, alors il bloque le montant et il fait la confirmation est envoyée au niveau GDS, il bloque le montant et puis le billet est émis et il envoie une notification au système de l'IATA pour réduire le montant du billet d'avion, du système de la porte-monnaie électronique et d'effectuer le paiement directement à la compagnie aérienne. Alors, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose, c'est un paiement instantané et c'est à vous de gérer le montant que vous voulez introduire dans votre porte-monnaie électronique. Et c'est une porte-monnaie électronique à un point très unique que si l'agence est partie en défaut et qu'elle a de l'argent dans la porte-monnaie électronique, elle peut toujours retirer cet argent de cette porte-monnaie électronique. Elle a tout le droit de le faire. Alors, processus de l'émission du billet, vérifier l'acceptation de la compagnie aérienne. Toutes les compagnies aériennes ont déjà accepté le modèle de paiement EasyPay.
on entre le modèle de paiement, on fait l'introduction du numéro EasyPay, date d'expiration et la processus d'autorisation qu'on vient de présenter dans la page précédente commence à s'appliquer. Les modèles de paiement selon les systèmes de GDS, dans le système d'Amadeus, on introduit CCEP. Dans les autres modèles, dans les autres GDS, la transaction est mise en utilisant CC suivi par le code de fournisseur du réseau de paiement, par exemple CCCA ou on peut dire CCTP. L'émission des billets électroniques faite avec le EasyPay, les billets émis en utilisant le EasyPay, ils peuvent être annulés, échangés, remboursés comme tous les autres billets. Et le montant de remboursement, l'annulation, tout ça, ça rentre dans la porte-monnaie électronique directement. Vous avez le droit de retirer, d'alimenter quand vous voulez. C'est comme un compte bancaire dont vous êtes le propriétaire. La facturation et les rapports de EasyPay. Alors, la processus, les billets d'avion sont simplement introduits dans les rapports de facturation avec une identification EP pour assurer que voilà, les informations concernant ces billets est bien introduites. C'est fait dans les hot files, dans les rapports de facturation et tout. Dans la facture, par exemple, dans le résumé, voilà, comme l'exemplaire devant vous, vous allez trouver carte, EasyPay ou cash. Avec aussi, dans les Asian Billing, vous allez trouver le mot EP, ce qui fait que c'est une transaction EasyPay. Si on regarde dans le Asian Billing Details, le solde de la facture, il n'est pas affecté par cette transaction EasyPay. Dernier pilier des quatre piliers de Nugen ISS, c'est l'introduction de GDI, le Global Default Insurance. C'est le programme de sécurité financière fourni ou émis, non, présenté par la compagnie d'assurance qu'on appelle Euler Hermes. Il présente la même manière de garantie bancaire, sauf que c'est émis à travers une compagnie d'assurance qui s'appelle Euler Hermes. C'est pas la banque, une banque locale comme dans tous les pays. C'est optionnel, c'est un modèle supplémentaire au modèle de sécurité financière présent. Comme aussi, on a réussi à introduire ce qu'on appelle le cash deposit. Alors, si vous voulez déposer un montant de sécurité, un montant en cash comme sécurité financière, vous pouvez aussi le faire. Tout ça, c'est simplement pour présenter plus de flexibilité au marché. Plusieurs options de créditation, plusieurs formes de paiement, une gestion de risque plus intelligente, adoptée, avancée selon intelligente, avancée, adoptée par les agences de voyage et les compagnies aériennes. On donne la gestion de la caution bancaire dans la main des agences de voyage. C'est eux qui définissent le montant de sécurité financière qu'ils veulent présenter. Une gestion de risque à l'introduction de la RHC, ça nous a aidé à libérer le lien entre le calcul de la limite de vente et on a de la libérer du lien avec les cautions, les cautions bancaires. Ça nous a aidé à introduire les paiements partiels ou avancés. Ça nous a aidé à introduire différents modèles de sécurité financière supplémentaires comme Euler Hermes et le Time Deposit. Alors, c'est simplement une évolution de système du BSP Billing Settlement Plan. On fait une pause pendant 5 minutes pour que je reçoive des questions. Je trouve pas des questions maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, Alice, oui. Oui, oui, d'accord. Vous m'entendez bien, d'accord, merci bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les lancer. Oui, une documentation sera envoyée après ça à tout le marché. Cette présentation, on va l'envoyer à tout le monde.
Vous avez mentionné la possibilité de générer un code de paiement unique avec EasyPay. Mais dans l'exemple que vous avez utilisé, une commande directe par le GDS, est-ce que l'interface EasyPay peut créer des numéros à usage unique? Oui. Ce qui se passe, c'est que l'interface du EasyPay, elle va vous donner un numéro d'utilisation de EasyPay. C'est un numéro comme celle de la carte de crédit. Alors, si vous regardez, si vous ouvrez votre propre porte-monnaie, vous avez des cartes de distributeurs de votre banque, vous avez des cartes de Bleu, Amex, Mastercard, Visa. Chaque numéro, elle a des identifications différentes. D'accord? Alors, on peut dire que le premier 8 chiffres, ça présente le fournisseur, et puis les 4 chiffres suivants, ça présente la banque même. C'est comme ça. C'est défini comme ça. Dans le EasyPay, ils ont utilisé cette similarité, ils ont créé des codes différents pour le EasyPay, comment dirais-je, une abréviation, ou pas une abréviation, des chiffres spéciaux. Par exemple, le premier 4 chiffres pour présenter le EasyPay de l'IATA, les 4 suivants chiffres pour présenter le pays peut-être, les 4 chiffres suivants pour présenter si c'est une carte à utilisation unique ou une multi-usage ou un multi-usage. Et puis, ça vous donne une validité pour cette carte, pour ce numéro. Que le moment au niveau du GDS, vous allez l'utiliser, vous introduisez CCEP, par exemple, et vous introduisez le numéro de EasyPay avec la validité et ça passe automatiquement. Alors, ça peut, oui, ça peut créer des numéros à usage unique et à usage multiple. Ok, y a-t-il d'autres questions? Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut partir vers la deuxième partie de notre webinaire aujourd'hui. Alors, la deuxième partie de notre webinaire, c'est ce qu'on appelle le IBSPS. Le IBSPS, c'est comment lire la facture, comment extraire les informations de la facture. Alors, le IBSPS, les différents fichiers fournis par le système. La question de tout à l'heure, les montants immobilisés sur EasyPay sont-ils rémunérés? Non. C'est une porte-monnaie électronique, c'est comme un compte courant, il n'y a pas d'intérêt sur ce compte. C'est pour cela que vous avez le choix. Vous pouvez soit l'alimenter, vous pouvez la garder, vous pouvez ouvrir la carte, la porte-monnaie électronique et la garder sans un solde. Le moment que vous trouvez, par exemple, que dans 2 jours, vous allez recevoir des ventes, vous pouvez l'alimenter 2 jours à l'avance, comme vous voulez. C'est à vous de la gérer. Alors, qu'est-ce que c'est que le IBSPS? C'est un nouveau logiciel DPC qui utilise une technologie de pointe pour améliorer la sécurité, l'automatisation et la vitesse. L'IBSPS est pleinement conforme au PCI DSS, alors Payment Card Industry Data Security Standard. Alors, vous savez que le PCI DSS, ce sont les nouvelles règles émises par le consul des cartes de crédit pour la gestion des données financières. Alors, notre système IBSPS est en conformité. Nomenclature standard pour tous les outputs. Alors, il y avait maintenant une nomenclature standard pour les noms des fichiers. Par exemple, quand on dit, par exemple, des Q, alors ce sont les data quality, ce sont les fichiers liés à data quality.
Si on dit FC, ça veut dire Financial Control, contrôle financier. Et les rapports offrent des notes explicatives faciles à utiliser. La structure des rapports a été modifiée pour une meilleure présentation des informations. Des rapports statistiques mensuels améliorés avec la date d'émission du document. Les améliorations, on suit toujours la même règle de validation sur tous les marchés. On a une automatisation du DPC, alors moins d'interventions manuelles, une terminologie cohérente avec le DISH standard, les mêmes fichiers dans tous les marchés. Alors maintenant, au lieu d'avoir des fichiers différents dans tous les marchés, on a maintenant, ce sont exactement les mêmes informations présentées de la même manière, une diminution de nombre de fichiers. Alors on a moins de fichiers à télécharger pour obtenir les informations. Alors, je vous donne comme ça une petite introduction de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le logiciel utilisé au monde entier pour gérer les données dans le BSP. C'était des logiciels, des différents logiciels fournis par des différentes compagnies. C'est pour cela que l'avant, si vous vous souvenez, on a toujours des frais pour les BSP Enhanced, l'accès BSP Enhanced qui sont facturés. Pourquoi? Parce qu'avec ces fournisseurs, on doit leur payer de l'argent. Alors eux, ils nous ont introduit des frais mensuels pour les accès BSP Enhanced. Les fichiers à télécharger étaient différents d'un fournisseur à un autre. Alors on avait besoin d'avoir une similarité, d'avoir des rapports standards au monde entier. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même BSP au monde entier. Alors c'est toujours la même IATA, c'est toujours les mêmes compagnies aériennes, les différentes agences, mais avec toujours les mêmes points d'intérêt. Alors il n'y a pas de différence, il y a une similarité dans tous les marchés. Alors on avait besoin quand même en même temps de réduire un petit peu les coûts parce que la gestion de plusieurs fournisseurs était très chère et était très difficile quand on a un changement, euh, une demande de changement dans certains marchés, c'était très difficile à gérer. Maintenant, avec un seul fournisseur qui gère tous le son coupe. Alors, est-ce que y a-t-il d'autres qui souffrent du même problème que le son coupe? S'il n'y en a pas d'autres, alors ça veut dire que monsieur ou madame Maudin, c'est un problème au niveau de votre connectivité. Alors, vous n'avez qu'à sortir et rejoindre directement. Alors, la gestion, elle est maintenant plus facile, plus efficace au niveau du logiciel qui gère les informations du BSP. C'est pour cela qu'on appelle DPC. C'est le DPC, c'est le centre de gestion. Alors, les rapports sont classés dans 4 catégories. Alors, comme je vous ai dit, par exemple, DQ, c'est Data Quality. PC, ce sont les paiements à carte. FC, ce sont les fichiers Financial Control, les contrôles financiers. MI, Management Information. Alors, ce sont des rapports qui donnent des statistiques mensuelles sur les transactions. Alors, comment le nom des fichiers est défini? Alors, les deux premiers initiales présentent la classe. Alors, FC, FC ou DQ ou MI ou PC, comme ça a été expliqué. Voilà les quatre. DQ, PC, FC, MI. Généralement, pour recevoir la facture, pour vérifier la facture, le montant à payer et les détails de la facture, on rentre vers la partie Financial Control. Les data quality, ça nous présente les rapports là où c'est présenté s'il y a eu des transactions qui ont été rejetées, pourquoi ça a été rejeté et tout ça. Le PC, Payment Card, ça condamne la conformité au PCI DSS, les transactions qui sont en conformité. MI, c'est ce qu'on appelle le Management Information Report. Ce sont des rapports plus intelligents qui donnent des statistiques sur les transactions. Alors, les deux premiers là, ça présente ce qu'on vient de présenter. Alors, disons par exemple un fichier qui s'appelle FCAGAIBILLSUM. Ah, c'est quoi ça? Alors, le FC, c'est le Financial Control. Les deux lettres suivantes, ça définit soit AG ou AL, c'est que
compagnie aérienne ou agence de voyage. Alors AG, c'est pour agence de voyage. AI, c'est pour compagnie aérienne. Et puis, par exemple, on a Bill Sum, B-I-L-L-S-U-M, c'est Billing Summary. Bill Det, alors c'est Billing Detail, B-I-L-L-D-E-T. Et ça continue comme ça. Alors, si on trouve par exemple F-C-A-G-R-E-M-D-E-T, alors Financial Control, A-G c'est agence, R-E-M Remittance, D-E-T Detail. Et on va s'habituer à tous ces noms de rapports présentés. Les paquets de rapports sont regroupés dans des fichiers en format ZIP pour faciliter l'identification du bénéficiaire. Une réduction des nombres de rapports dans votre inbox du BSP Link. Alors, il y a deux catégories de rapports, le défaut et les optionnels. Les défauts, ce sont les rapports destinataires en BSP, distribués dans tous les BSP, comme c'est les rapports du Financial Control. D'accord? Les optionnels, ce sont des rapports distribués selon demande. Il y a des hot files, des informations que les agences de voyage ou la compagnie aérienne peut demander. Alors, c'est par demande. Le moment que le rapport est demandé, le rapport est fourni et après, voilà, on fait le service. On présente le rapport. Le prix des rapports, les rapports standards sont distribués sans frais. Les rapports optionnels sont soumis à des frais selon les tarifs du BSP. La liste des prix, elle est disponible sur le portail client, sur le portail du service clientèle. Là, c'est le paquet de facturation standard. Alors, on a ce qu'on appelle le DQAGVALID. Alors, c'est le Data Quality Agence Billing Data Quality Agence Validation, Agent Validation. Voilà, on a aussi FCAGBILDET, Billing Detail pour l'agence de voyage, Billing Summary, Remittance Details, Remittance Summary ou Remise Details, Remise Summary. Il y a le Financial Control Agence Tax Detail et le Tax Summary, alors le détail est en résumé. Et il y a un rapport, ce qu'on appelle MIAG TXN Summary. Alors, c'est le rapport Information Report sur les agents pour les agences Transaction Statistics. D'accord? Alors, ce sont tous les rapports présentés. Pardon. Data Quality, les rapports de Data Quality sont disponibles pour tous les participants, 3 niveaux de sévérité. Il y a les transactions qui ont été rejetées, les transactions qui ont été modifiées, les transactions qui ne sont pas en conformité mais qui n'ont pas d'effet. Airline Data Validation, et voilà, on vous donne un exemplaire des rapports. Alors, vous allez trouver, voilà, dans le Modified, dans ce rapport, par exemple, on trouve qu'avec Amadeus, il y avait 313 transactions qui ont été modifiées, 4 qui ont été signalées. Il n'y a pas d'effet. D'accord? 32 transactions qui sont à travers Galileo modifiées international, une transaction qui a été signalée à travers Sabre, 68 transactions avec WorldSpan modifiées. Alors, c'est qu'il y avait des transactions là où il y avait des erreurs et que ça a été modifié automatiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, ici, quand on regarde le rapport, on voit par exemple, soit euh, le document, c'est un refund, c'est un ticket, c'est une EMD, si ça a été rejeté, modifié, pourquoi ça a été rejeté ou modifié, qu'est-ce qui s'est passé avec la transaction même. Alors, c'est très simple. Les documents de Financial Control, c'est ce qu'on appelle les fichiers de remise et les fichiers de facturation, Billing Details. Alors, et Daily Accountable and Billing Hots, il y a tous les rapports de taxation aussi, remise et le Billing Summary et tout. Billing Summary et Billing Detail, voilà, on va les voir en détail. Alors, on trouve que l'agent Billing Detail, le voilà, il nous présente. Alors là, il y a quelque chose qui sera très intéressant à revoir. C'est laquelle? Alors, quand on regarde ici, on va trouver voilà les détails de la facture, les détails de l'agence, l'association internationale de l'IATA, le summary, ça c'est le rapport summary, FCIGBIL detail. Alors ça, c'est pardonnez-moi, c'est le détail, c'est le rapport détaillé. Alors, on voit le grand total
transaction, et puis le montant distribué parmi si c'est taxe, si c'est le prix même du billet, et puis à la fin, on trouve le montant payable, alors ce que l'agence doit payer. Dans le billing details, on va trouver voilà toutes les transactions. Dans le et ça continue. Et ça continue, on voit toutes les transactions avec tous les détails, taxes et tout. D'accord? Dans le billing summary, on va trouver le summary. Alors, vous regardez ici, voilà, on a le cash, le card, le EasyPay. Il vous donne des exemplaires des montants, le montant émis, le montant des remboursements, et puis vous allez trouver que le total, il est affecté uniquement par le cash. Pourquoi? Parce que le montant à payer, le balance payable. OK? Dans le billing summary aussi, voilà, ça c'est en plus de détails, la page de la facture de billing summary, il y a aussi quelques pages plus détaillées. Le remittance, c'est le plus important parce que généralement, quand on paye la facture, on paye selon le fichier de remise, pas le fichier de billing. C'est le fichier de remise qui est le plus important. Alors, quand on regarde le fichier de remise, alors le summary, voilà, on va trouver la facture, la période de la facture, montant facturé, facture antérieure ou montant différé. C'est quoi la facture antérieure et le montant différé? Alors, le fichier de remise et le fichier de billing est émis chaque semaine. Et est émis et présenté chaque semaine. Alors, disons par exemple que dans la facture bimensuelle, chaque 2 semaines, on trouvera qu'il y a la facture, le fichier de remise de la première semaine et le fichier de remise de la deuxième semaine. Alors, si on est dans la première semaine, alors on va trouver période facturée, le nom de la période, montant facturé. Il n'y a rien dans la facture antérieure, il n'y a rien dans le montant. Le même montant sera présenté dans le montant différé. D'accord? Le code fortnightly, ça veut dire paiement bimensuel. Et puis, on trouvera le montant à payer, d'accord? Et la date de remise. Et la date de remise. Alors, si le montant tombe dans la partie montant différé, c'est par exemple que voilà, ce montant, il n'affecte pas maintenant la remise. Et on trouvera que la date de remise, c'est selon le calendrier, le fameux calendrier présent au niveau du service clientèle. Si le montant tombe dans la partie facture antérieure, dans la partie facture antérieure, ça veut dire qu'on va trouver que le montant à payer, c'est la totalité du montant de facture antérieure avec le montant facturé. Pourquoi? Parce que la facture antérieure, ça présente la première semaine qui a été déjà différée vers le fichier de remise de la deuxième semaine. Alors, c'est la première semaine de la facture antérieure avec la partie de la facturation de la semaine présente, ce qui me donnera la totalité. Et le montant, il sera l'ensemble de ces deux montants avec la même date de remise. Alors là, il faut faire très attention à ce point. Pourquoi? C'est pour identifier combien il faut payer. Aussi, dans le remittance, dans les fichiers de détail de remise, ça nous présente le montant à payer par compagnie aérienne. Alors, je vois comme ça que voilà, avec Algérie, j'ai fait un certain montant, avec Tunis Air, j'ai fait un autre montant, avec Tunis Express, avec Lufthansa, avec je ne sais pas quoi. Alors, ça me donne les détails par compagnie aérienne. Fréquence de remise, quand je viens de vous l'expliquer, le bimensuel, par exemple, première période, deuxième période, c'est voilà les semaines comme ça a été expliqué dans les pages précédentes. Il est indispensable que le montant versé à l'IATA correspond au total des versements figurant dans le FCAG REM date. Alors, Financial Control, agence, remise, détail. Remise pour le remise bimensuelle. Alors voilà, si vous regardez ici, vous allez trouver montant facturé, montant différé, et puis c'est le même montant qui reste. D'accord? Et puis voilà.
et ça continue avec les rapports dans la même manière. Management Information, les rapports de Management Information, ça présente les Daily Transaction Summary et les fichiers transactionnels. Alors, si des retraits ne sont pas demandés, ce sont des rapports qui ne sont pas essentiels pour le contrôle financier. Alors, si vous avez besoin de voir ou de gérer la facture ou les paiements de la facture, ça ne nécessite pas les rapports MI, les Management Information Reports. Ça nécessite généralement les rapports de contrôle financier. Ce sont les FC. D'accord? Alors, il y a des fichiers transactionnels dans le Management Information. Il y a 3 rapports transactionnels qui sont présentés. MIXX, TXN, DET. XX, pourquoi? Parce que c'est soit agence, soit AI, c'est compagnie aérienne. Alors, AG pour agence, AI pour les compagnies aériennes. Et il nous donne les transactions liées au détail des taxes. MIXXTXNEXT, c'est un document détaillé, d'accord, qui donne aussi les détails des taxes, les détails de cas de crédit, tous les raccords. Alors, comme c'est présenté devant vous, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est simplement la partie des documents de compte de Financial Control, des FC. Ce sont les factures, les fichiers de remise, les fichiers de taxes, les fichiers de agent billing. Ce sont les plus importants à revoir. Après ça, si vous voulez partir pour une formation en ligne, vous n'avez qu'à passer par le lien devant vous. Ce lien, il vous sera envoyé avec la présentation. Il y a un mot de passe et un nom d'utilisateur. Et vous pouvez partir en ligne pour la formation en ligne. Merci beaucoup. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer toutes les informations nécessaires. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Ce webinaire, il est enregistré. On va envoyer l'enregistrement à l'association des agences de voyage afin de la partager avec tout le monde. La présentation, elle contient toutes ces informations avec les liens de formation de l'IBSPS, avec tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les signaler. On va prendre comme ça quelques minutes. Si je ne reçois pas des questions, alors ça veut dire que je vous ai bien expliqué. Si je ne vous ai pas bien expliqué, signalez-le moi. Si je vous ai bien expliqué aussi, signalez-le moi. Merci, Madame Rostan. Oui, et aussi, il y a quelque chose qui est très importante, qui est très, très, très importante. C'est que, alors, euh, pour, pour le BSP Link, vous savez qu'on vient de mettre à jour la base de données du BSP Link. D'accord? Alors, la dernière formation pour le BSP Link, il y a une invitation qui sera partagée ou qui a été déjà partagée avec toutes les agences de voyage. Je vais faire une formation la nouvelle interface du BSP Link, comment télécharger les factures, quels sont
les avantages de la nouvelle interface du BSP Link. On a simplement mis à jour l'interface du BSP Link. La formation, elle sera au début du mois de mars. Alors, n'hésitez pas à revoir les notifications que vous recevez au niveau du service clientèle, du portail du service clientèle et au niveau du BSP Link. C'est très, très important. Je vous invite à participer à ce webinaire afin de pouvoir bien gérer la partie la nouvelle interface du BSP Link. Vous êtes déjà, le Maroc est déjà un pays elle fait partie parmi les pays déjà là où la nouvelle interface elle est déjà implémentée. J'espère que vous avez trouvé que la nouvelle interface du BSP Link elle est meilleure que celle d'avant. Si vous ne sentez pas que c'est le cas, alors, je vous invite à participer à la prochaine, au prochain webinaire de la nouvelle interface du BSP Link et je vais vous assurer que, voilà, elle est meilleure. Honnêtement, elle est meilleure. Euh, monsieur, monsieur Simleli, bonjour merci à vous de me donner la chance de communiquer avec les agences de voyage, de pouvoir me présenter, de pouvoir partager cette information concernant la gestion la gestion des fichiers, comment les fichiers sont présentés à travers le billet BSPS et que j'ai pu partager avec eux mon expérience concernant le Nugen ISS. Honnêtement, moi j'ai participé à plusieurs migrations dans certains pays en Afrique, pour le Liban, le Maroc, pardonnez-moi, le Liban, l'Égypte et la Jordanie. J'ai participé à l'immigration de ces pays. Honnêtement, j'ai trouvé que tout le monde a bien apprécié la nouvelle génération de Nugen ISS. Ça a été bien apprécié, tout le monde a bien profité. J'espère que le Maroc sera parmi les pays qui vont profiter de ça dans la première moitié de l'année 2021, pas dans la deuxième moitié. Pourquoi? Afin d'assurer que autant qu'on profite le plus tôt possible, autant qu'on profite. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie infiniment pour cette chance de pouvoir communiquer et j'attends aussi quelques minutes pour d'autres questions si vous en avez. Et nous aussi, on reste, monsieur Mleli, nous aussi, on reste toujours à la disposition de la FNAV. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je suis là pour vous supporter, je suis là pour travailler pour le Maroc et j'aimerais bien qu'on reste toujours en contact direct et dans un contact plus fréquent. Ben, si je ne reçois pas encore des questions, alors je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment à tout le monde. Merci beaucoup à Monsieur Smleli pour nous donner la chance d'organiser ce webinaire. En vous souhaitant tous la bonne continuation, en espérant que pour le monde entier, cette pandémie se termine. On a vraiment besoin de voyager. On a vraiment besoin de retourner en travail. On a besoin de vraiment concentrer sur d'autres choses à faire au lieu de la tenue des masques et de la vaccination. En vous souhaitant tous la bonne santé et tout le meilleur pour tout le monde. Merci bien à tout le monde. Alors, je ne reçois pas d'autres questions. Merci bien à tout le monde. Alors, on va clôturer ce webinaire.
afin d'assurer que qu'on peut envoyer à M. Simleli l'enregistrement et toutes les informations pour les partager avec toutes les agences de voyage. Peut-être voilà une question dans le cas où l'agence n'a pas l'autorité d'émettre. Peut-elle émettre avec EasyPay? Alors, ça, c'est une question très, très importante. Je vous dis quelque chose. Le EasyPay, c'est un modèle de paiement prépayé. Alors, les compagnies aériennes, ils sont à 100% sûrs qu'ils vont recevoir le montant du billet d'une manière instantanée. Alors, la logique dit qu'il n'y a aucune compagnie aérienne qui n'aimerait pas faire sa billetterie en utilisant le EasyPay. Alors, croyez-moi, toutes les compagnies aériennes vont vous accorder l'autorité de billetterie, l'autorité d'émettre des billets d'avion. Avec le EasyPay, c'est la manière la plus simple. Et si une compagnie ne le fait pas, signalez-le nous, on va communiquer avec cette compagnie. Il nous en manque au monde entier uniquement 2 ou 3 compagnies qui sont pas déjà actives sur le EasyPay. C'est à cause des problèmes techniques de leur part. Je dis des problèmes techniques parce que ça leur a pris beaucoup de temps afin d'obtenir les approbations nécessaires dans leur direction pour l'utilisation du EasyPay afin de le comprendre. Et maintenant, ils sont dans le déploiement technique de l'acceptation de EasyPay. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, Monsieur Semlel, et certainement vous pouvez intervenir. J'ai essayé de trouver une manière qu'on vous demande d'intervenir, sauf... Alors, une seconde. Voilà, ici, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Monsieur Semleli, on peut vous entendre maintenant. Oui, bonjour, c'est Sharaf. Bonjour à tous les consoeurs et les confrères qui participent à ce webinaire. Au nom de moi-même et de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc, je tiens tout d'abord à remercier l'IATA, à remercier Sharaf et à remercier Khadrouche d'avoir permis de tenir ce webinaire par lequel certainement la plupart des personnes qui participent ont dû certainement avoir beaucoup d'explications concernant différentes questions qui certainement les préoccupent. On vous remercie beaucoup de cette présentation qui était très intéressante, qui était très explicative. Et je tiens tout simplement à rappeler, comme je l'ai déjà fait à Si Mohamed Khrouch, que la Fédération nationale des agents de voyage se tient à la disposition de l'IATA pour aller de l'avant et pour justement pour qu'il soit plus proche de tous les consoeurs et les confrères pour essayer de trouver un beaucoup plus favorable à une coopération beaucoup plus importante et beaucoup plus longue. Donc, c'est surtout pour vous remercier et remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire et on espère de tout cœur que cette occasion se répète souvent pour qu'il y ait plus d'intérêt en faveur de tous les voyagistes du Maroc. Voilà, je vous remercie beaucoup et on espère à une très prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, merci, c'est Mustafa. Merci beaucoup, Monsieur Semleli. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est merci à vous de nous donner la chance d'organiser ce webinaire. C'est à vous le grand merci parce que c'était vous
le gestionnaire de tout ça, qui nous a donné la permission, l'autorisation de faire ce webinaire aussi, d'être un peu plus proche pour les agences de voyage. On reste toujours à votre disposition et on aimerait toujours entendre des agences de voyage, les besoins, les questions, afin de pouvoir répondre avec une meilleure communication, une meilleure je ne voulais pas dire présentation parce que la présentation, c'est ça, on pense tout directement du PowerPoint, mais d'une meilleure communication et d'être toujours présent tous les deux ensemble, c'est comme ça qu'on peut évoluer notre partenariat et on peut améliorer les résultats pour tout le monde. Merci, merci, Saint-Stéphane. Merci à vous. Merci à tout le monde, merci aux participants. Et une dernière question, voilà que je viens de recevoir. Certaines compagnies demandent une caution supplémentaire pour l'autorité d'émission. Alors, les cautions supplémentaires, les commissions bilatérales. Alors, il y a des différentes manières pour gérer les cautions bilatérales ou les cautions supplémentaires. Généralement, avec le IZP, les compagnies aériennes ne vont pas demander des cautions supplémentaires. Pourquoi? Parce que le paiement est instantané ou on peut dire que même le paiement est avancé, est à l'avance. Les compagnies aériennes, ils demandent généralement des cautions supplémentaires des agences de voyage pour l'émission, pour l'autorité d'émission, parce que dans ce cas-là, peut-être les critères financiers sont faibles ou que peut-être la majorité des agences de voyage ne présentent pas des cautions bancaires. Alors, la meilleure manière, c'est que les agences de voyage, un groupe élu de la part de l'association des agences de voyage, de la part de M. Simley, de la FNAV, avec un groupe élu des compagnies aériennes, ils peuvent participer ensemble à la révision pour se mettre d'accord que les compagnies aériennes, avec une certaine définition des critères financiers, tout le monde sera d'accord, tout le monde sera content pour ne pas demander de caution supplémentaire. Parce que je sais, je comprends et on comprend très bien que la fourniture des cautions bancaires supplémentaires avec celles fournies auprès de l'IATA, c'est énorme pour l'agence de voyage. C'est pour cela que je vous ai dit avec le Nugen ISS, c'est une gestion plus intelligente afin de résoudre ces types de problèmes. Certaines compagnies demandent une caution. Oui, c'était la dernière question que j'ai reçue. Alors, espérons à tout le monde que ça va bien passer. Et je vous attends pour le prochain webinaire au début du mois de mars. Je vous prie de vérifier les notifications au niveau du BSP Link ou au niveau du service clientèle afin de nous joindre au webinaire de la nouvelle interface du BSP Link, début du mois de mars. Merci bien et à la prochaine, Inch'Allah.